Alors c'est en musique que nous pénétrons à l'intérieur de l'atelier de Michel Chambon. Voilà, alors je sais pas quelle radio il écoute là. Il y en a un petit peu de musique. Alors Michel Chambon, vous le connaissez tous, ça fait 2 fois que l'on vient dans son atelier pour vous présenter des couteaux. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter le couteau de la bête du Gévaudan, donc qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais avant, parler un petit peu peut-être de la bête du Gévaudan. Et puis, on voudrait continuer à vous présentant des idées de cadeaux que vous pourriez avoir, soit pour un chasseur, soit pour vos grands-parents, soit pour vos enfants, ou soit pour madame, parce que vous verrez, il fait des magnifiques couteaux pour également pour les dames, et on va vous les présenter dans un instant. Voilà, Michel Chambon est juste en face de nous. Avant de faire parler Michel, on va demander à Jean-Paul Pourrade de nous parler un petit peu de la baie du Gévaudan. Mais rapidement, Jean-Paul, pas comme tu fais d'habitude avec 3 heures. Hein, voilà. Oui, salut Jean-Paul. Moi j'ai pris exemple sur toi, dans toutes tes animations, pendant 1 heure on t'entend. Voilà, donc on est effectivement dans l'atelier de Michel Chambon. Il faut d'abord rappeler que Michel, en 1985, a relancé, sur les conseils de notre ami disparu, l'ex-maire de Cantoin, André Rénal, et ils ont relancé la fabrication du couteau de l'Aïeul qui n'était plus fabriqué depuis 1914. Il faut le rappeler, c'est bien ici qu'est repartie la fabrication du couteau de l'Aïeul. Alors, effectivement, la bête du Gévaudan, dont on a l'année dernière fêté un peu, je dirais pas le centenaire, puisque c'est en 1764 jusqu'en 1767 qu'elle a frappé dans le secteur de Langogne, plus exactement à Saint-Étienne-de-Luc d'Arès, et où elle a bien entendu dévoré la petite Jeanne Boulet. Et depuis, eh bien, on a mystifié un peu cette bête du Gévaudan à travers des bandes dessinées, des livres, et aujourd'hui, bien entendu, des couteaux. Michel a été le premier à, je dirais, concevoir le couteau de la bête du Gévaudan, qui aujourd'hui est d'ailleurs entre les mains de Jean-Claude Bourré, qui avait relancé l'idée de la bête, qui a reconstitué d'ailleurs la bête du Gévaudan, qui est maintenant en exposition à Saint-Étienne-de-Luc d'Arès. Il a fait faire, bien entendu, le logo de la bête qui figure à la place de ce qu'on appelle la mouche sur le couteau de l'Aïeul. Et il va donc vous montrer maintenant comment est conçu le couteau de la bête du Gévaudan. Hein. Bonjour, alors bonjour Michel, alors bonjour. Ça a avancé un petit peu ce couteau? Oui, ce couteau a avancé, donc on a fait le ressort donc avec la bête qui a été gravée au laser donc, dans une entreprise à Espalion qui s'appelle l'Aïeul Village. Ils m'ont fait la sculpture, oui, voilà, ça y est. La sculpture de la bête, donc. Voilà. Bon, là j'ai fait le guillochage, le traitement thermique. Là j'ai les platines, la lame que j'ai préparée, ainsi que 2 plaquettes d'olivier, donc qui vont nous servir à monter le couteau. Donc voilà les platines qui ont été guillochées sur le dessus là. Alors, comment choisir pour la bête du Gévaudan? Pourquoi choisir du bois? Quel est le meilleur produit? Il n'y a pas de meilleur produit, on peut le faire en corne, on peut le faire en bois, on peut mettre du genevrier, on peut mettre de l'olivier, on peut mettre du chêne, on peut mettre... Pas pour l'olivier, parce qu'on n'a pas d'olivier chez nous. Non, c'est plus dans le sud, mais comme c'est un bois qui est très veiné, très joli, j'ai pensé que ça irait bien avec le couteau de la bête. D'accord. Bon, eh bien allez, on se met au travail alors, Michel. Donc, on va commencer par l'ajustage du manche. D'accord. Alors, je vais venir ici. Devant et derrière.
Donc je vais continuer avec l'autre côté, donc le côté droit. Donc ici on ajuste à la main. On n'a pas de commande numérique pour faire l'ajustage. Donc il faut suivre les deux pentes qui sont devant et derrière et que ça soit ajusté pile poil au centième. Donc c'est tout au coup d'œil. Hein. Voilà donc mon couteau qui est ajusté devant et derrière. Maintenant on va pouvoir aller percer le manche pour monter le couteau. Alors nous allons suivre Michel dans le haut de son atelier, donc là où il va percer le manche. Ben, nous voici toujours en musique hein, sur la deuxième partie de l'atelier. Et alors qu'est-ce qui va se passer là, Michel? Alors là, je vais contre-percer le manche du couteau pour pouvoir faire le montage. D'accord. Donc je vais faire des trous de 2 mm pour pouvoir mettre des vis qui vont être prises dans la platine et le bois. D'accord. Donc sur... côté qui est percé. L'autre côté. Là maintenant on va faire la petite croix donc qui servait donc à faire la prière aux gens qui travaillaient dans les montagnes à l'époque. Donc c'est une petite croix qui est faite sur le manche. Je perce des petits trous donc en forme de croix. Voilà, j'ai fait un petit gabarit. Voilà, j'ai fait un petit gabarit qui me sert pour le perçage. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et puis j'ai plus qu'à contre-percer les petits trous là. Voilà, donc les petits trous sont percés. On peut procéder au montage maintenant. Allez. Alors on va riveter le ressort avec les platines. Donc je prends un petit rivet que je fais passer à travers le ressort et les platines. Et voilà. Maintenant on peut riveter. On fait tourner un petit peu le marteau pour pouvoir écraser le rivet, pour qu'il vienne à l'intérieur du petit chanfrein qu'on a fait. On va limer tout ce qui dépasse. Donc voilà, le ressort qui est riveté avec les platines. On va monter le manche. Donc je prends des petits vis. Une petite goutte d'huile pour faciliter le passage. Voilà un côté qui est vissé. Donc les petites vis, en passant à travers le bois, font un auto-taraudage. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah oui. Oui, mais c'est carrément comme des... Oui, il y a un filetage, quoi. Il y a un tout petit filetage, c'est un pas de 0,4 sur un diamètre qui fait 2 mm. Ouais, ouais.
Donc je monte la lame maintenant. Je prends un rivet un peu plus fort, là c'est du 24 dixièmes, donc 2 mm 4. Je laisse dépasser un petit peu de métal de chaque côté pour pouvoir riveter dans le chanfrein que j'ai fait au préalable. Notre lame qui est rivetée. Ensuite, je vais bander le ressort, c'est-à-dire que je vais le mettre en pression pour qu'il puisse raccompagner la lame en position fermée et qu'il la maintienne bien en position ouverte. Alors, j'ai ici, à l'aide d'un autre ressort, je vais tendre le ressort. Voilà. Alors, toujours pareil, un petit peu d'huile, ça permet de faciliter le passage. Voilà, le rivet est passé. Avant de le riveter, on va regarder si tout fonctionne bien. Donc on remet une goutte d'huile pour le mécanisme. Et là, on constate que le couteau ne ferme pas encore. C'est parce que j'ai riveté un peu fort au niveau de la lame. Donc je reprends une ancienne lame que je fais passer entre les deux pour écarter un petit peu. Et là, non, je n'avais pas fait assez encore. Voilà. Donc il faudra régler l'anti-claquage, vous voyez, il y a de la marge là. Un petit peu, ouais. Donc, je peux riveter l'arrière, maintenant ça marche. Voilà notre couteau qui est monté. Ouais. Il me reste juste à faire passer la petite tige inox de 1 mm pour faire la croix. Ah oui. Je coupe ce qui dépasse. J'enfonce la petite tige et je la coupe. Mais aussi qu'on apprend à faire le couteau. Ben, moi j'ai appris à Nogent-en-Bassigny en Haute-Marne. À l'époque, Thiers n'avait pas voulu nous former. Et on a trouvé un petit artisan à Thiers qui fabriquait des ciseaux et des instruments de chirurgie. Donc il nous a appris le polissage, surtout. Bon, pour ceux qui étaient de la partie montage, moi j'étais ajusteur de métier, donc ça n'a pas été trop compliqué. Mais le polissage, c'est un vrai métier et il faut en faire pour l'apprendre. Ça se fait pas en 5 minutes. Ah ouais, d'accord. Donc on a passé un an chez lui à peu près. On est revenu s'installer donc en 85 à La Yole pour refaire les couteaux qui se faisaient plus sur place. Et voilà le couteau qui est monté. Ouais. Voilà, maintenant on va aller le polir. Donc enlever tout le surplus de bois. C'est le plus dur là, c'est le plus... C'est le plus technique. Ça paraît facile pour celui qui ne sait pas faire, mais quand on se retrouve sur la machine, sur la bande abrasive, puisque je fais régulièrement des stages, et les gens ont vraiment des difficultés pour arriver à faire le contournage et puis l'arrondi du couteau. Ouais. Eh bien on va voir ça alors. On va y aller. Voilà, donc on va passer au polissage maintenant. Hein. Voilà, on va enlever toute la matière qu'il y a en trop, donc, et arrondir le couteau. Alors je commence à travailler sur les plaquettes.
pour l'épaisseur. Donc c'est une bande abrasive assez grossière, c'est du 1 grain 40, donc ça enlève pas mal de matière. Ouais. Il faut savoir ce qu'on fait parce que ça descend vraiment vite et faire attention à ses doigts aussi. Au doigt, mais aussi au fer, Au couteau. Et au couteau aussi, oui. Ne pas enlever trop de matière. Voilà, j'ai fait le contournage. Je vais meuler un peu les rivets là. J'arrondis un peu le couteau. C'est quand même un sacré coup, hein. Sacré coup de main, hein. Oui. À force, on s'habitue, mais pour le premier couteau qu'on fait, c'est pas comme ça. Hein. On a tendance à faire des creux, manger du métal où il faut pas. Au bout de quelques années, on peut presque polir les yeux fermés, quoi. Bien du beau, là, hein. Donc là, je fais le dessus de la lame. Ça, c'est le contre-tranchant, là, les deux pattes que je fais en biais. Donc voilà, mon couteau qui est dégrossi. On va changer de bande abrasive, passer sur une bande plus fine. Et entre-temps, on va aller faire les petites encoches ici. Ah, il y avait 7 encoches, donc les 7 jours de la semaine. D'accord. C'est parti. Donc 7 encoches, 7 jours de la semaine, ça veut dire que les vachers, eux, ils sont servis quand même. Le couteau, ça voulait... Et comme peut-être qu'ils n'avaient pas de calendrier dans les montagnes, ils comptaient les jours sur le couteau directement. Et ils pillaient avec la croix. Et voilà ce que j'ai fait, donc les 7 encoches. Il y en a 4 d'un côté, 3 de l'autre. D'accord. Donc maintenant, on va changer. Voilà, là vous changez la bande abrasive, vous mettez une bande abrasive beaucoup plus fine alors. Hein. Là je vais partir sur du grain 100. On était sur du 40, on passe sur du grain 100 maintenant. Donc on refait le même travail. Pour l'entretien d'un couteau, là, pour le manche, tout ça, qu'est-ce que vous conseilleriez aux Alors pour l'entretien du manche, soit y passer un peu de cire ou bien de l'huile de lin. D'accord. Et sinon, après, une petite goutte d'huile dans le mécanisme de temps en temps. Ah ouais. Un coup de pierre pour l'aiguiser quand il ne coupe plus. Et voilà ce qu'il y a à faire. Pour la pierre, elle a les qualités pour aiguiser parce qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut. Alors, moi
Je propose des pierres de l'Ariège, donc c'est une entreprise donc, qui vient d'être rachetée par un quincaillier qui était spécialisé en fourniture de coutellerie qui était de Thiers, qui vient de racheter l'entreprise Cuminetti qui est à Saurat dans l'Ariège. D'accord. Donc là, j'ai passé mon couteau à la au grain 120. Maintenant, on va passer sur du 320. Là, il faut se méfier parce qu'on aurait été effacé la bête du Gévaudan là. Oui, mais la bête du Gévaudan, j'y fais attention. Là, j'ai mis un petit coup de bande. Je vais rectifier ça avec la bande fine. Il faut faire attention. Voilà, la bande de finition. Voilà mon couteau, il est fini au niveau du polissage. Maintenant, on va aller satiner tout le couteau et puis l'aiguiser. D'accord. Et bien, nous allons voir cette opération. Voilà, nous sommes toujours chez Michel Chambon, donc, qui nous a invités une fois de plus dans son atelier pour vous montrer ce couteau sur la bête du Gévaudan. Donc là, on va procéder au polissage. Alors, c'est une frotte spéciale qui sert à faire un polissage très fin. On appelle ça du satinage. Voilà le satinage. Ah ouais, donc de suite, ça lui donne un sacré coup d'œil. Maintenant, on va aiguiser le couteau. Hop là. On passe à l'aiguisage donc. Donc sur une meule très fine, on va donner l'angle de coupe sur les deux côtés. Ouais. C'est environ 19 degrés. Voilà, je viens de faire un côté, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, ouais. L'autre côté. Voilà. Là, on retourne sur la bande fine pour repolir le tranchant. Et ensuite, on ira sur une frotte pour enlever le morphine. Et là, ça va couper comme un rasoir. D'accord. Là, je sens qu'il coupe, mais il me faut enlever le morphine sur la frotte à côté. Alors, c'est du suif avec de l'émery. Je mets ça sur une frotte en coton. Voilà. On va aller tester le couteau pour voir s'il coupe.
L'heure de vérité, quoi. Oui, si on veut. Une libération possible notamment grâce à la médiation du Qatar, un pays très proche du mouvement soutien des groupes. Oh là, oui. Vous voyez, c'est le test de coupe, ça. Hein. Ah oui, là, ça coupait. Si on savait faire comme ça, après... si on savait les garder comme ça, surtout. Les garder comme ça, on ne peut pas les garder comme ça parce que quand on mange avec un couteau, donc on est souvent sur une assiette en porcelaine qui est plus dure que la lame, donc la lame s'abîme un petit peu. De temps en temps, il faut refaire le fil à la pierre. Et là maintenant, on va passer un petit peu de cire et vous allez voir que le couteau il va changer de mine. Au niveau du manche, ça va se transformer. Vous voyez comment il brille. Certains sont soupçonnés de provoquer des accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux. Des effets secondaires rares mais graves. Selon le gendarme du médicament, l'an passé, près de 3 millions de boîtes ont été vendues. Et puis attention aux intempéries dans un quart sud-est de la France. 5 départements sont placés. Voilà le couteau, donc avec la tête du loup là. Là on le voit bien. Ouais, super. Voilà, donc c'est le couteau à Jean-Claude Bourré, celui-là. Hein. Oui, alors il faut savoir que ce couteau de la bête du Gévaudan, il traverse aujourd'hui les mers du globe, puisque Jean-Claude a confié ce couteau de la bête du Gévaudan à certains de ses amis et de sa famille qui sont sur le Charles de Gaulle. Donc c'est l'ambassadeur, le Charles de Gaulle est l'ambassadeur du couteau de la bête du Gévaudan aujourd'hui. Voilà, dont Michel Chambon est le coutelier officiel. Tout à fait, tout à fait. Il a été le premier à réaliser le logo au laser de la bête du couteau de la bête du Gévaudan. Et je rappelle quand même que Michel est un artisan qui a d'ailleurs fait ses classes de forge en Lozère, puisque notre ami le poète vient de la Lozère. Donc tu connaissais, je crois, le forgeron célèbre qui est du côté du pont de Montvert. Ah oui, Yves Pellecuer. Voilà, oui, tout à fait. Et puis tu as fait aussi des stages de coutellerie avant de te lancer. J'ai fait des stages dans la Drôme chez un gars qui est décédé malheureusement, qui s'appelait Christian Avakian, qui était du côté de Cré dans la Drôme. Alors ce qui est très important, Robert, c'est qu'aujourd'hui, notre ami Michel n'a pas cherché à s'appeler maître à artisan, puisqu'aujourd'hui ce titre a été un peu dévoyé, en ce sens où vous avez des gens qui, parce qu'ils accueillent des apprentis, ce que fait d'ailleurs Michel, ont réclamé le titre de maître artisan, mais ne savent pas monter un couteau. Comme on avait certains stagiaires qui ont travaillé dans des magasins de coutellerie, qui faisaient des couteaux de l'aïeul, mais qui nous ont dit toute la journée, en fait, on enlevait des étiquettes Made in Taiwan, ce qui est quand même un peu étonnant, il y a eu des reportages là-dessus. Et puis dernier point, on a notre expert en coutellerie, le maçon, qui nous disait que il y avait également certains couteliers qui avaient des factures de kits de couteaux commandés à tiers, mais en fait les couteaux arrivaient entièrement finis à l'aïeul, comme étant fabriqués à l'aïeul, mais venant de tiers. Alors tout ça, il va falloir que ça s'éclaircisse, grâce peut-être justement à l'IGPA, l'aïeul tiers. Voilà, ici maintenant on parlait un petit peu d'offrir un couteau peut-être pour Noël, non? Oui, tout à fait. Alors là, c'est très éclectique le choix chez Michel. On peut offrir un couteau à chasseur. Il y a beaucoup de chasseurs dans l'Aveyron, dans la Lozère. Donc Michel a mis au point des couteaux de chasse. Donc il va nous montrer un exemplaire de couteau de chasse et on verra ensuite quels sont les cadeaux qu'on peut offrir au papa, à la maman pour Noël. Alors voilà donc ces fameux couteaux de chasse qu'on peut offrir à un chasseur dans la famille, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc je vous présente un premier modèle. Ça, c'est un petit couteau à dépecer. Donc c'est une lame en acier au carbone qui a été guillochée sur le dessus. C'est un manche en bois qui vient de Guyane. Donc c'est de l'amarante. Le bois, si on a du bois qu'on aimerait faire un couteau, vous le prenez? Il n'y a aucun souci, ça m'arrive d'ailleurs très régulièrement d'avoir des gens qui viennent avec des matériaux qu'ils ont récupérés, style une corne de cerf ou du bois ou autre chose, et je leur fais des couteaux avec le matériau qu'ils amènent. Donc là vous avez un couteau de chasse qui est pliant, donc c'est de l'acacia
C'est un modèle que j'ai mis au point qui va bien, donc, parce qu'il n'est pas trop grand. Donc il est vendu dans un étui qu'on peut mettre à la ceinture. Et c'est un couteau qui peut servir à dépecer ou bien pour finir une bête. La lame est assez longue. Voilà. Donc avec un petit guillochage sur le dessus. D'accord. Après voilà notre modèle. Donc c'est de l'antilope. Avec une lame inoxydable et une bague ici. Donc il peut servir aussi à dépecer et à finir une bête. Voilà un autre couteau, donc c'est une lame Damas avec un manche en cerf. Donc un petit couteau qui sert plutôt à dépecer celui-ci. Voilà. Donc voilà. un choix très éclectique. Hein. Oui. Je vais peut-être chercher des couteaux pour femmes. Attends, ouais. Alors voilà, on va passer maintenant au couteau pour femmes. Voilà, alors on va parler de quelque chose d'un peu plus doux, puisque maintenant nous allons parler des couteaux pour les dames, puisque je crois que vous avez féminisé le couteau de l'aïeul, c'est ça, hein? Ben, on a un petit peu féminisé parce qu'on s'est rendu compte que les dames n'avaient pas de couteau, donc on leur en a fait un qui était pas trop grand et puis qu'on décore avec des choses un peu différentes, comme ici par exemple avec de la fougère. Ah ouais. Bon, ici c'est un couteau en corne un peu blonde. Ouais. Là vous avez un couteau donc avec un bois un peu orangé, c'est du padouk, un bois qui vient d'Afrique, mais on a plusieurs bois entre l'olivier, le buis, le cerisier ou autre. Là c'est de la dentelle du Puy, donc en bleu, voilà de la dentelle du Puy. C'est bon. D'accord. Donc voilà un autre couteau avec une autre dentelle qui est un peu orangée. J'en fais aussi, là j'en ai plus en rouge, en bleu, en noir, en vert. Voilà, et donc toute une panoplie de bois, de papillons ou autres. Ici, par exemple, du sable de rivière. Ah ouais. Donc, qui vient de la Truyère. C'est un endroit où je vais souvent à la pêche. Donc, j'ai ramené du sable et on l'a mis dans la résine. Donc, ça fait un manche qui est un peu original. Ah mais c'est vraiment très très joli, voilà, ça donne une idée de cadeau pour madame, pour Noël là. Hein. Voilà, donc en plus on peut les personnaliser, c'est-à-dire qu'on peut graver des initiales, des prénoms et des noms sur la lame. Et j'ai des étuis aussi qui vont bien avec pour mettre dans le sac à main, par exemple, des petits étuis qui se mettent directement à la poche. Qui est fabriqué par Jean Castex. Hein. Fabriqué par Jean Castex qui est en Haute-Garonne. Donc c'est pas le même, c'est pas le ministre. C'est pas le ministre, c'est le fabricant d'étuis. D'accord. Ben voilà, écoutez, si vous voulez faire un beau cadeau à madame, hein, tout est là. Tu as quelque chose à dire, je parie. Alors, quelque chose d'important, Robert. Oui. Il faudrait que notre ami Michel t'explique l'origine de la mouche. Car les gens croient que la mouche, c'était quelque chose qui était déjà sur le ressort et qui était une mouche. Pas du tout. C'est le nom qui a été donné. Alors la mouche, c'est un terme technique de la terminaison d'un ressort qui s'appelait la mouche. D'accord. Qui était d'abord en forme de trapèze et à partir de 1900, ça a été sculpté par un laïolé, donc en forme d'abeille. Ils ont même raconté que c'était Napoléon qui avait donné l'abeille impériale, ce qui était complètement faux. Et donc depuis, les gens disent il faut l'abeille sur le couteau. Mais non, il ne faut pas spécialement l'abeille, on peut sculpter ce qu'on veut. Oui, d'ailleurs, éventuellement, si quelqu'un joue d'accordéon, vous y faites un accordéon. Voilà, hein. tout à fait. Y a pas... Mais bon, en principe, maintenant on fait des abeilles puisque c'est devenu à la mode, quoi. Il y a eu également le trèfle à quatre feuilles. Oui, il y a eu le trèfle. Aujourd'hui, on fait des têtes sangliers, de cerf, un peu de tout. Ouais, c'est un peu adapté à la personne, quoi. Voilà. D'accord. Alors nous avons parlé des chasseurs, nous avons parlé de madame, mais il faut parler aussi de monsieur et peut-être même des enfants, hein, pourquoi pas. Ben oui, tout à fait. Donc là, je vais vous proposer des couteaux d'homme. Donc en principe, c'est une taille de 12 cm. Donc on va commencer avec un couteau donc, en cerf pour les hommes et aussi pour les chasseurs. Donc c'est la croûte de cerf qui a été donc ajustée et polie, toujours avec une abeille qui est sculptée dans la masse, qui est forgée. Ouais. Ensuite, je vous montre un couteau en pointe de corne, pointe de corne blonde. Ouais.
Là, je vous montre aussi mon invention, c'est le soulage. Ah oui, Donc avec un bois de Guyane de l'Amarante. le S de soulage. Voilà le S de soulage. Ici, c'est un plein manche que j'ai fait avec des pousse-pieds. C'est des petits coquillages qui viennent de Normandie. Donc c'est un client qui m'a ramené ça et j'ai fait ça avec. Là, des molaires de mammouth, donc avec des lames d'amas. Et donc sur le dessus, la tête du loup. Ah ouais, Donc puisqu'on est voilà, ouais. en train de parler de la bête du Gévaudan, donc j'ai trouvé cette tête loup qui allait pas mal avec le couteau. Voilà un autre couteau. Donc pareil avec une molaire qui est plutôt bleue, une lame en damas qui est un peu différente de l'autre. Les lames en damas, c'est vous qui les forgez, hein? C'est moi qui les forge. Oui. D'accord, on est bien d'accord, oui. Donc ici, j'avais fait ça pour les mineurs de Carmaux avec du charbon dans de la résine. Ah oui. Donc voilà ce que ça donne. Et éventuellement, si quelqu'un vient avec une idée, il n'y a pas de problème. Pas de problème, je peux fabriquer sur demande. Avec la dent de la belle-mère, avec... Par exemple, si elles sont assez longues. Non, mais on plaisante, mais si quelqu'un a des idées comme ça, voilà, pour... surtout il n'y a la pas de belle-mère, souci. oui. Alors bien sûr, on va mettre votre numéro de téléphone et tout pour vous contacter, hein, au cas où quelqu'un aurait envie d'acheter des couteaux pour Noël ou pour d'autres fêtes, et puisque le couteau, ça s'offre toute l'année. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau qu'un beau couteau de la Yole comme cadeau, hein. On est bien d'accord. Oui, je trouve que c'est une idée qui peut servir en plus, puisqu'on se sert tous les jours de couteau pour déjeuner ou pour éventuellement aller aux champignons ou faire d'autres choses. Alors moi je dis qu'un couteau de Laguiole, c'est plus qu'un couteau, c'est un bijou déjà. Et c'est vrai qu'un couteau de Laguiole qui est fabriqué par un Laguiolais, qui est lui-même un artisan, quoi, hein, qui n'est pas fait pas de l'industriel, ça vous intéresse pas de mettre des couteaux dans un magasin et d'en vendre, hein, c'est pas ça. Non. Moi je préfère discuter avec mes clients qui viennent sur place, me voir et comme ça ils choisissent le couteau et on peut échanger. Et si on veut faire un stage? Les stages, j'en fais. Par contre, j'en fais jusqu'à cet été au mois de mai. Après, je vais arrêter parce que je fais quand même des stages depuis 87 et ça commence à me peser parce que le problème, j'ai des clients qui viennent tous les jours et puis quand je prends des stagiaires, c'est pas simple d'arrêter le stage pour servir les clients, quoi. Eh oui, d'accord, je comprends mieux. Ouais. Voilà, donc c'est que du couteau sur mesure pratiquement. N'oublions pas les enfants. Hein. Ah oui, les enfants alors. Alors les enfants, je fais des petits modèles pour enfants. Que je peux vous montrer là. Oui, mais on peut le regarder comme ça. Voilà, on va aller voir les couteaux pour les enfants. Ah ben ouais, magnifique. Hein. Alors, ah oui. Voilà, et tout ça c'est fait par vous-même, par l'artisan, oui, quoi. Tout à fait. Donc voilà des petits couteaux pour enfants. Donc celui-ci avec un manche en olivier et ici un manche en pointe de corne noire, mais on peut adapter le manche et faire d'autres manches avec d'autres bois. Pareil comme tout, avec le nom dessus, avec le prénom. Tout à fait. Ouais. D'accord, voilà. Bien, eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. On a même, comment il s'appelle votre chien déjà? Maïka. Maïka qui arrive pour dire que bon, il est temps qu'on arrête, donc on va arrêter. Maïka, c'est promis, on va te caresser maintenant. Elle est un peu comme Gribouille, Maïka, elle adore les caresses. Eh bien, moi je vais vous dire au revoir. Je vous remercie une fois de plus de nous avoir accueillis ici dans cet atelier magnifique. Et on a envie d'y rester, d'y travailler, de faire des stages. C'est vrai que ça va manquer si vous arrêtez les stages. Hein. Voilà, donc, et puis on se retrouve peut-être une autre fois pour une autre idée. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous retrouvez toutes les coordonnées donc en haut de la publication. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Merci.